visiblement, le live a un peu foiré, donc on va recommencer, c'est pas grave. Alors, je disais que, une fois n'est pas coutume, nous revoici pour un nouveau live entre auteurs. Le dernier en date avec Christelle Duchamp avait suscité beaucoup de réactions et on espère que celui-là sera autant apprécié, peut-être même plus. J'aurai cette fois-ci non pas une mais deux auteurs, Nathalie Charlier alias Naël Charles et Magali Discours, que rien ne prédestinait à croiser ma route si ce n'est notre parcours commun, puisqu'on est tous les trois issus de l'auto-édition et nous avons signé aux éditions de l'Archipel. Nous aurons également avec nous Virginie Fuertes, éditrice de son état, qui nous a repérés tous les trois et qui a cru en nous au point de nous tendre la plume pour signer un beau contrat. Donc, je vais inviter Magali, Nathalie et Virginie, dans l'espoir que ça fonctionne cette fois-ci, à nous rejoindre. Magali. Voilà. Cette fois-ci, tu me vois, Virginie. Moi, ça va, je te vois. Ah, formidable. Bon, je me suis coupé dans la manœuvre, tout va bien. Coucou Nathalie. Salut, tu m'entends? Oui, je t'entends, je te vois. Idem pour Virginie. Et Magali, elle doit être femme. Je suis là. Ah, petit incident, on ne te voit pas. Mince, comment ça se fait? Mais il n'y a pas quelque chose qui obstrue ta caméra ou... Enlève ton doigt. Ah, tu vois? Ah oui. Eh ben voilà. voilà. Ah. Ouais. Mais alors, le problème? Ah, ok. Oh là là, Ah, je suis formidable. vraiment nulle. Ça y est, on est en famille, on est tous les quatre, mon Dieu. J'avais préparé cette intro, tout. Et tout est foiré, voilà. Ah, Hop. ça, c'est vraiment les aléas du Mais il direct. suffit de recommencer. Je suis rodé, non, mais ça devrait aller. Mais je suis rodé pour faire le 20h sur Oui, Donc, il fallait que j'inverse ma caméra. C'est bon? tout va bien. Bon, vous allez bien? Très Super. bien. Très bien. Génial. Eh ben, j'avais très hâte de faire ce live avec vous. On va commencer par un petit tour de table. On va se présenter chacun et chacune. Et allez, au hasard, Magali, qui es-tu? Bonjour, je suis Magali Discours, je suis autrice aux éditions de l'Archipel et je suis aussi professeure d'italien dans un lycée de Bourgogne. J'ai écrit 2 romans. Le premier s'appelle Quand les hasards sont des rendez-vous, qui est sorti en grand format l'année dernière et qui est sorti au mois de mai en format poche. Et un deuxième roman qui s'appelle Toutes les histoires commencent par une petite fin, qui est sorti au mois de mai. Voilà. Génial. Nathalie? Alors, en fait, moi je suis autrice, je viens de la romance, donc je travaille déjà avec une maison d'édition, on en discutera plus tard. Et j'ai auto-édité un roman Cozy Crime, Cozy Mystery via Libri Nova, comme vous. Alors, moi, j'ai pas gagné de prix des étoiles, je crois que j'ai même pas été sélectionnée d'ailleurs. Mais j'ai fait le job et j'ai vendu assez d'exemplaires pour signer un contrat d'agent littéraire. Et ensuite, Andrea, notre agente commune, de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc on lui souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Et donc, l'a proposé à Virginie, je pense. Enfin, tu nous le diras. Et puis voilà, c'est comme ça que Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 1 est sorti au mois d'avril, le tome 2 au mois d'octobre, et normalement, le tome 3 sortira au mois d'avril l'année prochaine. Yes, super. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. À toi, Virginie. Ouais. Et moi, je ne suis pas autrice, je suis éditrice. Vous savez bien, ça finit par is aussi. Et je suis votre éditrice commune. Voilà. Et je travaille aux éditions de l'Archipel, que j'ai rejoint il y a 2 ans, pour monter une collection de romans grand public. Et donc, Magali est l'une de mes premières autrices, comme on veut. Et ensuite, vous l'avez rejoint puisque je me suis un peu étalée sur ce programme éditorial en faisant d'autres choses, parce que j'aime bien faire d'autres choses aussi et découvrir de nouveaux talents. Voilà. Le grand bonheur, oui. Et vous, Vincent, qui êtes-vous? Moi, qui suis-je?
Eh ben, Vincent Delarue, 25 ans pour encore un mois, euh, vendeur le jour, auteur la nuit. Non, je travaille dans le commerce, dans un magasin bio, pour subsister, car à ce qu'il paraît, les auteurs ne vivent pas souvent de leur plume. Et donc voilà, j'ai sorti chez l'Archipel mon premier roman, Le cas Victor Sommer, en mai dernier. Le prochain, ce sera pour 2023, on en reparlera. Et donc voilà pour ma petite présentation. Et comme je le disais dans l'intro de ce live, nos parcours à tous les trois, Magali et Nathalie, se recoupent, bien que nos écrits soient totalement différents, hein. En fait, on a, dans un premier temps, tous les trois auto-édité notre ouvrage, enfin nos ouvrages, avant d'être repérés par cette charmante Virginie. Et alors, j'aimerais commencer par des témoignages. Comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à vous auto-éditer? Est-ce que c'était plutôt par conviction, vous aviez envie d'avoir le contrôle sur votre œuvre, ou est-ce que c'était plutôt par dépit, parce que on vous avait refusé? Alors, ni l'un ni l'autre pour moi. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, c'est ni par dépit, ni pour avoir un quelconque contrôle. Moi, je pensais que c'était très, très difficile d'être repéré par une maison d'édition, enfin, je pensais que c'était pas forcément dans mes cordes. Enfin, je m'imaginais pas éditer dans une maison traditionnelle. Moi, ce que je voulais, c'était juste que mon roman existe et que mes copains et ma famille puissent l'acheter. Voilà, déjà quand j'étais petite, j'aimais bien les cahiers avec des couvertures rigides. J'écrivais dedans, j'avais l'impression d'écrire des livres. Et donc, j'avais envie que mon livre existe. J'ai une amie qui est romancière et qui était passée à un moment donné par Librinova. Et donc, en fait, je connaissais Librinova par cette amie. Je savais même pas qu'il y avait d'autres possibilités d'auto-édition. Moi, je connaissais l'édition à compte d'auteur et puis l'édition traditionnelle. Je savais pas qu'il y avait cette voie du milieu comme ça. Et en fait, c'est simplement l'idée que mon livre puisse exister matériellement en papier. C'est ça qui m'a séduite. Et j'ai écrit le roman avec l'idée que je le mettrais chez Librinova. Voilà, c'était mon projet pour que mes parents qui habitent en Dordogne puissent le trouver dans une librairie, enfin le commander dans n'importe quelle librairie. Moi, j'ai de la famille et des amis partout en France. J'ai beaucoup déménagé. J'ai habité dans plein de régions de France. Donc, c'était une façon facile de pouvoir faire partager ce roman avec, au départ, les gens que je connaissais. Donc, pour Voilà. pouvoir être lu, parce que Oui. vous avez la conviction que la signature d'un contrat en maison d'édition, c'était trop laborieux, trop, fallait être pistonné peut-être. Ah oui, je pensais qu'il fallait être pistonné et puis je pensais que je m'y connaissais pas assez. Et effectivement, maintenant je comprends beaucoup mieux comment les choses fonctionnent. Hmm. Et à l'époque, j'avais aucune idée des lignes éditoriales. D'ailleurs, mon roman, je l'avais envoyé seulement à 2 ou 3 maisons d'édition. Et par exemple, je l'avais envoyé à Actes Sud Hmm. parce que parce que ma sœur habitait à Arles, que je trouvais sympa, que c'était classe, Actes Sud. Voilà, mais sans du tout me poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui pouvait. D'ailleurs, je n'avais même pas la conscience qu'il fallait écrire dans une catégorie. J'avais pas la conscience d'être dans une catégorie particulière. Voilà, j'avais aucune idée des catégories. Oui, oui, pour moi, il y avait les policiers, puis les autres, ou de fantastique, enfin trois, quatre trucs un peu comme ça, mais je savais pas du tout. Ça, Donc voilà, j'avais envoyé un peu au hasard dans 3 maisons juste parce que je les connaissais de renommée, c'est tout. bien. J'avais aucune idée. Effectivement, l'histoire Ouais. des catégories, il faut entrer dans des cases, c'est à la fois moche mais logique parce qu'en librairie, il faut bien qu'on fasse partie d'un rayon, en fait, qu'on soit dans un Ouais. rayon et on apprend ces logiques-là par la suite, mais c'est pas quand on a écrit un livre, voilà, on se jette un peu dans le bain mais sans vraiment savoir, donc effectivement, Surtout que moi, j'ai pas écrit en me disant je vais écrire un livre dans cette catégorie. Moi, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire et après, je me suis rendu compte que ça pouvait rentrer dans une ou l'autre catégorie, mais je savais pas avant. c'est ça. Et toi, Nathalie, comment en es-tu venue à Alors, l'auto? moi, c'est un peu différent parce que j'ai commencé à écrire en 2009. Et donc, j'ai envoyé mon texte
à une maison d'édition, en fait, j'avais vu une pub, écoute, dans un truc, tu sais, les bouquins de recettes que tu trouves près de la caisse. Ah oui. Pourquoi ce jour-là j'ai acheté ce bouquin et pourquoi j'y ai vu une pub, j'en sais rien. C'était en 2010 ou 2011, je crois, donc j'écrivais un petit peu comme ça. Et donc, ils avaient lancé une collection qui s'appelait Amorosa, donc s'ils voulaient concurrencer clairement le géant Harlequin. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit, mais vraiment comme ça. Et en fait, il a été accepté. Et donc, mon premier roman est sorti. Maintenant, quand je le relis, je me dis qu'il était mais tellement mauvais. Mais bon, il est sorti en mars 2012 et ils ont arrêté la collection, je crois, 1 ou 2 mois après. Donc, Mhm. moi, je leur avais déjà envoyé d'autres textes parce qu'à l'époque, il y avait un truc dans les contrats qui s'appelait la clause de préférence qui te liait quand même et peu importe qu'ils arrêtent une collection ou pas. Et donc, par contre, l'éditrice avec qui je travaillais, j'avoue que cette première expérience, c'était pas incroyable, quoi. Enfin, je ne garde pas un super souvenir. Mais cette éditrice-là m'avait dit, il n'y a que si vous vous auto-éditez que vous pouvez récupérer vos textes. Et là, elle avait ouvert la boîte de Pandore pour moi, hein. C'était clair, je me suis engouffrée dans la brèche. Je ne me suis pas posé de questions. Et voilà, je me suis renseignée auprès de d'autres autrices qui s'auto-éditaient. On n'était pas très nombreuses sur ce secteur-là et en romance, même pas tellement. Et puis, il y a eu, faut le dire quand même, hein, on peut penser ce qu'on veut de ce roman, mais il y a eu l'effet 50 nuances voilà, de L. James, qui a vraiment démocratisé la romance. Et il y a eu beaucoup de femmes qui se sont mises à lire, surtout en numérique. Ouais. Et du coup, moi, je sais que le premier texte que j'ai auto-édité, je me disais, si j'en vends 100, ça va être miraculeux. Et en fait, je crois qu'à ce jour, on est à 4000 exemplaires. Donc, voilà, Combien? c'était comme ça. Mais c'était 4000, je crois, un truc comme ça. En moyenne, je vendais entre 5 et 8000 exemplaires de mes romans. Donc, oui, ça se vendait très, très bien. Et donc, moi, j'ai continué à m'auto-éditer parce que finalement, ça marchait. Il n'y avait pas de raison que ça change. Euh, et seulement à un moment donné, alors il y a eu, quand ça a commencé à se savoir, beaucoup de gens sont comme moi engouffrés dans Ouais. cette brèche-là et le marché a commencé à être très saturé. Et je me disais, bon, moi j'avais l'impression que j'avais un peu fait le tour de la question, que j'apprenais plus rien finalement, et je me rendais bien compte qu'il y avait des choses euh, que tu pouvais faire par une maison d'édition ou qui t'étaient proposées par une maison d'édition, mais auxquelles tu n'avais jamais accès en tant qu'auteur auto-édité. Clairement. Et il y avait toujours encore cette idée. Alors, c'est plus du tout le cas maintenant, mais à l'époque, c'était de dire tu t'auto-édites parce que ton bouquin était trop mauvais pour être publié par une maison d'édition. Et ce préjugé, il était tenace et ça restait. Et donc, quand j'ai été approchée par à l'époque HarperCollins, je crois que c'était en 2016 ou 2017, je me suis dit pourquoi pas. Ça faisait globalement 4 5 ans que je m'auto-éditais. Mhm. Je pensais que j'avais fait mon temps, c'était bon pour moi. Et donc, j'ai signé un contrat avec HarperCollins, j'ai publié plusieurs romans avec eux. Je continue un petit peu l'auto-édition en parallèle, mais pas plus que ça. Et puis j'ai fait ma crise de la cinquantaine un petit peu avant, en me rendant compte que les romances, je m'ennuyais de plus en plus et à en écrire. Et j'avais l'impression que j'avais dit tout ce que je voulais dire. D'accord. Et quand dans ta pile à lire, sur 10 bouquins, tu as 9 polars, et temps de se poser les bonnes questions, quoi. Tu te dis, bon. Et du coup, c'était un défi que je me suis lancée en me disant, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'ai dégagé du temps, j'ai rien dit à personne. Et j'ai écrit un cosy mystery parce que c'était le genre que j'aimais beaucoup lire. Enfin, je me sentais pas légitime d'écrire un polar réaliste. Je suis Hmm. pas flic, je suis pas. Enfin bon, voilà. Ouais, je Et comprends. ouais, et en fait, alors c'était en lisant Julia Chapman avec les détectives du Yorkshire d'abord, et puis après les Agatha Raisin. Et Ouais. là, je me suis rendu compte que, ouais, il y avait peut-être un truc à faire parce que là, je pensais que c'était dans mes cordes. J'ai rien dit à personne, j'ai pris un pseudo et je l'ai auto-publié. Puis après, je m'en suis pas cachée parce que j'avais déjà un lectorat qui pouvait me suivre et dans ce genre-là. Et voilà. Et ça a marché, enfin, ça s'est bien passé, ça a marché. Et je suis contente, hein, je regrette pas jamais, hein. Génial, mais au moins tu as voilà, t'as franchi les étapes et tu en es là. Donc et Ah tu oui, es mais bien. moi, j'ai vraiment joué le jeu dès le départ. Enfin, j'ai pas fait plus de pubs que ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu l'effet confinement. Parce que au moment du confinement, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mis à lire. Et
d'un coup, les ventes ont bondi et je pense qu'en numérique, au moment où j'ai signé le contrat, j'étais déjà quasiment avec Librinova à 5000 exemplaires C'est énorme, c'est vraiment de énorme. Alors, Bigoudi. Ouais. pour ma part, c'est complètement différent avec Librinova. Donc, bah, alors, il faut savoir que contrairement à Magali, j'avais envoyé à beaucoup de maisons d'édition, le cas Victor Sauer, une cinquantaine de maisons, parce que maintenant on peut soumettre les manuscrits par Internet, donc c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas d'envoi postaux. Par la poste, j'en avais envoyé, je crois, 10, ouais, 10 exemplaires du manuscrit aux plus grosses maisons et sans faire de tri nécessairement, parce que comme ce que tu disais, Magali, on a du mal à faire ce tri, on ne connaît pas nécessairement les maisons, voilà, on ne sait pas dans quelle catégorie ça entrerait, voilà. C'est difficile de prendre ce recul. Et j'avais essuyé, bah, évidemment, soit des non-réponses ou soit des réponses négatives, mais encourageantes quand même. Et je me suis dit, bon, il y a quand même de l'espoir. Et effectivement, je l'ai auto-édité, moi, par dépit. Et contre toute attente, j'ai été sélectionné par Librinova pour leur prix des étoiles, parce que donc Librinova, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'auto-édition, et tous les ans, ils organisent le prix des étoiles, donc qui récompense leur œuvre auto-éditée préférée. Et, et comment dire, et donc j'ai gagné ce prix des étoiles, comme toi Magali, tu l'as gagné l'année d'avant. Complètement inattendu, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce genre de choses. Et c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si Virginie, tu vas me répondre, tiens, en direct. Je ne sais plus si tu avais déjà repéré le livre avant que je gagne le prix des étoiles. Ouais, moi, quand j'ai commencé avec Librinova, j'étais quand même très focalisée sur du roman plus grand public. Donc le tien, je savais pas trop où le mettre dans ma tête et ce que tu expliquais à juste titre et ce que vous ressentiez un peu sur les maisons d'édition, c'est d'avoir ce côté un peu des lignes éditoriales ou des cases. Et elles sont assez mouvantes ces cases parce qu'en fait, tout dépend des maisons et c'est la manière dont on va vous apporter aussi au lecteur. C'est-à-dire que il faut un cadre un peu défini. Donc moi, j'étais un petit peu nouvelle à l'archipel, donc j'avais repéré quelques romans. Et le tien, en fait, il m'avait interpellée par le titre. Et voilà, le cas Victor Sommer, je trouvais ça très intriguant. Et puis, j'avais lu la fiche, puisqu'on a une petite fiche. Nous, quand on est éditeur, on a toute une présentation de vos ouvrages, que ça soit sur le livre ou sur vous, tout simplement, et des premiers retours de lecteurs. Et c'est ça qui est quand même très précieux aussi pour nous, de l'autre côté. Et je m'étais dit, bah non, ça a marché sur du psychologique, c'est quelque chose de plus noir. Donc je l'avais mis un petit peu de côté. Mais il me semble que quand j'avais décidé de faire d'autres choses un peu à l'archipel et de créer une autre collection, on va dire, plus de littérature et sur ce côté psychologique, tu n'avais pas encore reçu le prix des étoiles. Et justement, Andrea m'avait dit, bon, tu vas pas nous prendre les prix des étoiles tous les ans. Donc j'étais un petit peu interdite cette année. Voilà. Enfin, pas trop, mais un peu quand même. Elle m'a dit non, je dis non, d'accord, je vais essayer une autre maison. D'accord. Mais ouais, en tout cas, avant de signer chez l'Archipel, enfin avant de signer le prix des étoiles plutôt, moi j'avais pas du tout vendu 5000 exemplaires comme Nathalie, j'en avais vendu 16, hein. Donc comme quoi on a. Alors évidemment, en auto-édition, pour se faire remarquer, il vaut mieux vendre beaucoup d'exemplaires, c'est comme ça que ça marche en général, mais on peut quand même se faire repérer autrement, on y reviendra peut-être par, par la suite. Moi, par exemple, j'ai eu le prix des étoiles, j'en avais vendu quelques centaines. Après, le fait d'avoir eu le prix des étoiles, ça avait un peu boosté les ventes. Hmm. Mais moi, en tout, j'en avais vendu environ 700. Ah, quand même, oui. Ouais. Mais je pense que j'avais dû en vendre entre 3 et 400 avant d'avoir le prix des étoiles. Et le prix des étoiles m'avait un peu propulsé sur. Parce que moi, j'en avais vendu beaucoup en fait dans les librairies physiques. En fait, moi, j'ai vendu par exemple beaucoup plus d'exemplaires papier que d'exemplaires numériques chez Librinova. Parce que tu as fait une vraie promo, en fait. Oui, en fait, c'est vraiment par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux, que les gens l'avaient commandé en papier. D'accord. Voilà. Ok. Et après, grâce au prix des étoiles, ça m'a donné une plus grande visibilité aussi. Et voilà. Et là, il s'en était vendu plus de 200 en quelques jours après le prix des étoiles. Et ben, en fait, c'était pareil pour moi. Alors, avant le prix, j'en avais vendu, comme je dis, 16. Et puis, quand j'ai remporté le prix des étoiles, après, c'est ouais, 200-300 de plus. Donc, ça a quand même Ouais. boosté, effectivement. Voilà. Donc, je pense que
toutes et tous, là, enfin tous les trois plutôt, on a su trouver déjà, enfin commencer à se faire notre lectorat en auto-édition. Ça nous a déjà servi à ça. Alors, Peut-être pas très longtemps. Tu l'avais publié combien de temps avant le prix des étoiles? 6 mois avant. Mais j'en avais pas parlé en fait, c'est ça. J'en avais pas Ah, parlé, je sais plus trop pourquoi. Je voulais voir, je laissais le livre vivre sa vie, c'est-à-dire ne pas avoir de vie. Et d'accord. donc j'attendais. Moi, je l'avais publié en août et j'ai eu le prix des étoiles en février. Oui, d'accord, ok. Bah moi c'était en juillet et je l'ai eu en février de l'année d'après. Donc voilà. Mais en tout cas, si on est là ce soir, c'est grâce à Virginie qui nous a tiré quand même d'une production auto-éditée hyper Banal, surabondante, artisanal. j'ai l'impression que ça ne fait que grandir d'année en année. Je prends pour exemple Librinova, encore une fois, alors c'est pas sponsorisé évidemment, mais on est passé tous, oui, par Librinova. On nous demandait ça dans les questions à l'instant là. Oui, tous les trois, on est issus de Librinova et tous les ans, ils en ont de plus en plus d'ouvrages auto-édités sur leur plateforme. Donc, c'est quand même, c'est bien. Au moins, les éditeurs ont le choix, mais ils ont beaucoup de choix. Et alors, Je vois qu'il y a une question. On peut répondre peut-être à ouais, cette question. Comment acheter des exemplaires papier auto-édités chez Librinova? Eh bien, en fait, sur toutes les librairies en ligne, dans n'importe quelle librairie physique, il suffit de le commander en fait chez votre libraire. ouais, Voilà. voilà, tout simplement. Et oui, Après, moi, oui, j'avais pas fait les versions La version papier. papier. Non, sur Voilà, tous les Librinova, auteurs j'étais passée sont. par Ouais. KDP. J'avais uniquement Ouais. j'avais uniquement placé la version numérique. Parce que ça me D'accord. permettait d'être sur toutes les plateformes et dans l'abonnement Kindle. Et là, Librinova est est une des rares plateformes d'auto-édition à le proposer. Parce qu'en oui, général, Mhm. quand tu veux être dans les abonnements Kindle, puisque le nombre de pages lues, c'est aussi, certes, à un moment donné, ça se répercute en vente. Mais, mais en fait, quand tu fais ça sur KDP, normalement, tu signes une exclusivité. Et Librinova, tu pouvais le contourner. Donc, et mhm, après, il y avait forcément la possibilité, enfin, c'était signé, moi, ce qui m'intéressait, c'était de signer un contrat d'agent littéraire. Je voulais vivre mon rêve, mais je voulais le Mhm. vivre bien. je comprends. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Librinova, au bout d'un certain nombre d'exemplaires vendus, alors c'est 1000 exemplaires encore aujourd'hui, si je ne me trompe Tu pas. signes le contrat à 1000 exemplaires et à 2000 exemplaires vendus, elle démarche les maisons d'édition pour toi. Ah, c'est comme ça maintenant, d'accord. Et alors voilà, donc Ouais. l'IVA se fait agent littéraire, c'est-à-dire qu'ils vont ouais, démarcher les éditeurs, leur présenter notre roman, etc. Donc c'est quand même un gros plus. Mais Sauf si tu gagnes le prix des étoiles. sauf Ouais. que gagne le prix des étoiles, voilà. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance parce que j'aurais pas pu compter sur mon nombre de ventes, comme je le disais à l'instant. Moi non plus. Mais bah Ouais. toi non plus du coup parce que tu avais vendu moins de 1000 exemplaires, mais Mhm. voilà, ça te permet à Librinova aussi de faire un tri parce qu'ils peuvent pas présenter tous les romans aux éditeurs, ce serait pas pertinent, ce serait ingérable. Et alors, puisqu'on a la chance de t'avoir sous la main, Virginie, on va te poser des questions sur les dessous, l'envers du décor de l'édition. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Comment est-ce que tu sélectionnes, comment est-ce que les éditeurs, d'un point de vue général, sélectionnent les textes? Est-ce qu'ils lisent encore les manuscrits par la poste? Est-ce qu'ils lisent les manuscrits qu'ils reçoivent par mail? Est-ce que c'est plutôt sur les plateformes d'auto-édition qu'ils piochent? Enfin, comment ça marche? Comment tu prends? Je suis pas sûre qu'il y ait un fonctionnement pour tout le monde. Je pense que Nathalie a amorcé aussi un petit peu ça. Je pense pas qu'un éditeur, ça soit le même de maison en maison non plus. Je pense que c'est un métier que tu incarnes et que, enfin voilà, et selon la structure où tu t'adaptes ou tu fais les choses un petit peu comme tu le sens. Moi, je fais les choses un peu comme je le sens, mais c'est surtout que je viens pas du tout de la littérature à la base, puisque j'ai commencé, et c'est le plus gros de ma carrière, dans le document. Donc, dans les maisons dans lesquelles j'étais précédemment, je suis restée un bon bout de temps, même chez Michel Lafon, et c'est là où j'ai pris un peu les bases de mon métier.
Et là-bas, en fait, on n'avait pas de service de manuscrit, par exemple. Tous les manuscrits étaient refusés. Donc, en fait, on fonctionnait de manière proactive. On allait chercher nos sujets. Nous-mêmes, on devait repérer des choses. Toutes les semaines, on faisait un petit compte-rendu. On échangeait sur nos idées. Et quand j'ai basculé, donc là, à l'archipel, côté littérature, j'ai un peu décidé de faire la même chose. C'est aller chercher moi-même qui je voulais voir. Et là, l'auto-édition était magique puisque ça me permettait d'une d'avoir déjà des projets finis et d'avoir aussi des présentations un peu ficelées, hein, parce que vous travaillez aussi à ce fameux projet de 4e de couverture. Donc j'avais déjà ça. J'avais aussi quelque chose qui est très précieux, qui était les premiers retours des lecteurs. C'est-à-dire que vous avez déjà une base de lectorat, de savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu et ce qui peut justement entrer en écho par rapport à mes recherches ou à mes désirs et à ce que j'aime aussi. Et finalement, j'ai un petit peu pris cette voie-là. Donc, j'ai eu d'autres choses. Moi, j'ai aussi un peu étudié les manuscrits, parce qu'on a une boîte manuscrits au sein de l'archipel. On a une boîte mail, donc j'ai pu aussi aller y piocher. Mais c'est vrai que les manuscrits, toujours très délicat parce qu'on en reçoit beaucoup. Nous, on en reçoit à peu près entre 600 et 800 par mois. Et on a une petite maison. Il y a une époque où j'ai travaillé aussi pendant 2 ans chez Larousse et j'étais juste dans les bureaux à côté de grands éditeurs comme Stock ou Calman Levy. Et toutes les semaines, je voyais des chariots entiers de manuscrits qui repartaient à la poste. Je trouve qu'il y a un côté très vertigineux de tous ces écrits. Alors, je sais pas chez les autres éditeurs, est-ce que tout le monde est pris en compte? Est-ce que je sais qu'il y a des maisons où c'est très organisé, où le manuscrit reçoit un petit numéro et puis il est lu par une personne, puis une autre, puis en plus présenté en comité de lecture. Donc c'est un processus qui est assez lent. Et moi, je suis de nature très très impatiente. Résultat, je peux pas fonctionner comme ça très clairement. Et voilà, comme je fais aussi mes propres choix et que voilà, j'avais décidé de continuer ce côté un peu plus proactif et d'aller Mais moi-même chercher les auteurs. Et là, je sais que le côté auto-édition a eu longtemps une mauvaise presse, hmm, puisque moi, j'avais découvert un petit peu ce système. Alors, c'était plus via Amazon, parce qu'il n'y avait pas d'agence vraiment structurée autour de ce phénomène et de cette proposition-là. Mais justement, quand je travaillais chez Michel Lafon, je travaillais avec mon gentil collègue qui maintenant dirige les éditions Fleuve et qui a découvert Agnès Martin-Lugan comme ça. ah oui, Et quand il a découvert Agnès, voilà, il y avait quand même, il l'a découvert sur Amazon, et puis ça a été présenté comme un nouveau phénomène dans l'édition, que ça ne pouvait repérer des talents comme ça, et que justement l'avantage c'est qu'elle avait déjà, et c'est comme ça qu'il l'avait repéré d'ailleurs, une première communauté de lecteurs qui avait adhéré à ce texte, qui avait plu, et donc pourquoi pas, enfin voilà, le mettre en édition classique pour aller aussi toucher plus de personnes, puisque l'auto-édition en termes de distribution, c'est peut-être ça, voilà, au côté des libraires, c'est toujours un peu plus difficile que l'édition traditionnelle et c'est ça qu'on vous oui, apporte finalement. En complètement. tant qu'éditeur plus classique, ce système de distribution qui est un peu qui est massif, quoi. Donc c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est un système qui s'implique vraiment, puisque là, cette semaine, justement, via Librinova, j'ai une personne qui travaille à Paris 8 et qui fait un livre de recherche sur les nouvelles techniques de communication et de diffusion dans l'édition. Et voilà, donc je vais avoir un entretien avec elle. Je trouve que c'est plutôt intéressant de débattre de, euh, de tout ça, de tout ce qui se passe un petit peu, parce que le monde est en mouvement et chez nous aussi, finalement. Des poussières. Génial. Et tu parlais de Michel Lafon, tu disais qu'il n'y avait pas de service de manuscrit, mais c'était Mm. au secteur document que tu... Pour tout. pour tout. Mm. Donc, il y a des maisons d'édition qui n'ont pas de service de manuscrit, donc tu as beau leur envoyer par mail ou par la poste ou par tous les biais que tu veux. Normalement, c'est assez spécifié. Soit tu vas sur le site internet des maisons et tu as vraiment le service de manuscrit. Maintenant que c'est dématérialisé, c'est aussi bien. Tu as même donc une adresse mail auquel voilà, tu peux déposer. Et c'est vrai qu'il y a tout un système de différentes structures qui s'organisent aussi pour gérer les manuscrits pour les éditeurs. D'accord, ok. Voilà. Mais Donc par c'est exemple, un vrai questionnement, hein. mais oui, 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 je... Mm. Et quand tu repères un manuscrit qui pourrait, enfin, ou un livre sur une plateforme qui pourrait te plaire, tu fais comment? Tu le lis, bon, bah, j'imagine que tu lis pas tout en entier. Tu lis déjà les premières pages et si tu vois qu'il y a, par exemple, si tu vois qu'il y a beaucoup de fautes, est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce que tu te dis, bon, l'histoire est bonne, on peut, de toute façon, il sera corrigé, Ouais, les fautes, ça me perturbe pas plus que ça. Faut pas y en avoir beaucoup. Enfin,
pas non plus à chaque mot quand même, pas exagérer, mais bon, généralement, je sais qu'en auto-édition, la majorité d'entre vous font appel à des premiers lecteurs, à des correcteurs dans l'entourage proche. Donc, tous les textes sont, voilà, sont déjà repassés par plusieurs petites paires d'yeux. Et même s'il reste des faiblesses dans le manuscrit, voilà, des fautes d'orthographe, ça se corrige. Un style ou une histoire, c'est plus compliqué. Donc, comment je fais? Les cas sont assez différents. Je vais lire déjà le résumé qui est associé à ce texte-là. Et c'est vrai que j'avais lu donc il y a quelques temps, il y a maintenant ouais, peut-être une dizaine d'années, une de mes amies qui m'a dit ah bah tu travailles dans le document, je sais que tu pourras rien faire pour moi, mais j'ai ma tante qui a écrit un livre, est-ce que tu peux l'aider? Je dis oui, oui bien sûr. Donc j'avais lu le manuscrit qui était très très bon. Voilà, cette personne avait mis 8 ans à travailler sur ce manuscrit. Et c'était une histoire qui se passait en Russie. Elle était allée même jusqu'à apprendre le russe pour être en accord avec son manuscrit. Je trouvais que c'était formidable. Et Ouais. je lui avais dit complètement fou. Et je lui avais dit, mais il faut faire une lettre parce que c'est aussi important. Elle m'avait dit, mais comment faire ce travail de parler de mon livre alors, moi, je l'ai écrit, je peux pas le résumer en quelques lignes. Et je dis, malheureusement, et déjà à l'époque, c'est ce qui va faire toute la différence aussi d'un éditeur qui lit énormément de textes tout le temps, de manière plus professionnelle, voilà, de choisir entre un ou l'autre et de rentrer dans une lecture, bah voilà, cette petite lettre ou ces quelques mots de présentation de l'auteur va aussi changer la donne. Après, je sais qu'il y a des manuscrits qui ne sont pas pour moi, mais comme je suis curieuse, je vais au bout du truc quand même. Et puis je me dis qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être des fois des histoires qui commencent pas comme moi je l'imaginerais, mais voilà, je me rends compte qu'à la fin, les personnages ils sont super et que peut-être il y a des choses aussi à voir. Chaque expérience est complètement différente. Oui, je comprends. Et tu soulèves, alors au début, là, quand tu as commencé à répondre, tu as soulevé une bonne question. Alors tu disais, en tant qu'auto-édité, on a toujours des premiers lecteurs, ou quelquefois on fait appel à des correcteurs professionnels pour être sûr qu'il n'y a pas de coquille, pour que le manuscrit Mm. soit propre. Alors tous les auto-édités ne font pas ça parce que Mais non, ça coûte très cher, hein, honnêtement. Les correcteurs et correctrices professionnelles se font payer au mot, c'est ça, au mot ou au caractère? au nombre de signes chez nous. Au nombre de signes. Donc, ça Mm. coûte cher. Pareil pour la conception graphique, pour Mm. la couverture en auto-édition. La plupart des auteurs le font eux-mêmes. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Vous, Nathalie et Magali, est-ce que vous aviez fait relire professionnellement vos livres avant de auto-éditer? Oui, moi j'avais 2 relectrices professionnelles puisque c'était les 2 collègues de lettres de mon lycée. Portable. Donc, C'est facile. voilà. J'ai ma copine Manu qui est agrégée de lettres classiques et mon amie Jacqueline qui est certifiée de lettres modernes. Donc en plus, ce sont 2 lectrices tout à fait différentes, mais c'était très chouette parce qu'au niveau de l'orthographe, même des petites remarques de style ou des choses comme ça, elle m'avait bien aidée. En fait, moi, elle relisait au fur et à mesure que j'écrivais. Parce que moi, je me suis lancé une sorte de défi personnel. Moi, j'ai annoncé à tout le monde, contrairement à toi, Nathalie, j'ai annoncé à tout le monde que j'étais en train d'écrire un roman. Donc, il fallait vraiment que j'aille au bout. Je le donnais au fur et à mesure, quand j'avais 2, 3 chapitres, je le donnais à mes 2 collègues. Elle lisait et à chaque fois, elle me réclamait la suite. En fait, c'est ça qui m'a aidé aussi à aller jusqu'au bout. Hmm. Et je pense que j'avais une copie qui était quand même assez propre, du coup, quand j'ai rendu à Librinova, quand je l'ai auto-publié. Bon, il y a toujours des coquilles, mais je pense que c'était pas mal au niveau orthographe. D'accord. Ouais. Mm. En plus de ça, j'ai un bon correcteur d'orthographe aussi. Je m'étais acheté un logiciel exprès. Je me suis Antidote? acheté Antidote. Ouais. Et quand même, c'est pas mal, même si ça voit pas tout. Et puis, il y a des trucs que j'ignore parce qu'il me fait des fois des propositions bizarres. Mais voilà, j'avais passé Antidote, je l'avais fait lire à 2 personnes quand même un peu expertes dans la langue française. Donc voilà. Mais on recommande, enfin, parenthèse là, je pense qu'on peut recommander Antidote pour tous les auteurs, auto-édités ou non. C'est un logiciel génial. Bon, bah, ça coûte une centaine d'euros, mais pour le coup, c'est qualitatif et c'est de très bons. Enfin, c'est pas infaillible, mais c'est un très bon. C'est de très bons conseils, voilà, pour les auteurs. C'est surtout que ça corrige aussi vachement la typographie. Et moi, je me rends compte Ouais. que j'y connaissais rien du tout en fait en typographie.
Et du coup, j'ai appris des choses grâce à ce logiciel aussi. Carrément. Et Mm. toi, Nathalie, est-ce que tu... Alors, c'était quoi ma question? Euh, Euh, oui, non, c'est Les les relecteurs. lectures. ouais. Ouais. Alors, ben, en fait, Antidote existait déjà en 2012 ou 2013. Donc, moi, on me l'avait conseillé. J'avais une copine qui avait créé une petite maison d'édition et qui m'en avait parlé. Donc, je l'avais acheté. Donc, je m'en servais beaucoup. Et puis après, j'avais un groupe de copines. Alors, quand c'était pour les romances, ben, j'avais une copine qui était autrice de romances. Donc, on se relisait l'une et l'autre parce que forcément, on avait l'habitude d'en écrire. Et donc, on savait ce que pouvaient attendre les lectrices. Pour Bigoudi, alors il y a eu une de mes super copines qui s'appelle Nathalie aussi, qui je crois a relu et corrigé tous mes bouquins. Donc c'est elle qui l'a lu, mais c'était plus aussi dans l'idée de savoir si ça fonctionnait bien, Hmm. si l'histoire était cohérente, si j'avais pas fait n'importe quoi, si elle avait ri, enfin ça c'était important pour moi. Et je crois que je l'ai fait lire alors à une copine avocate pour toute la partie un peu juriste, même si c'est voilà. Et je l'avais encore fait relire à une autre lectrice de romance, enfin qui avait l'habitude de relire d'autres auteurs aussi, donc j'avais demandé ça comme un service qu'elle avait accepté effectivement. Mais en fait, pour moi, l'outil de base, ça reste Antidote, ça c'est évident. Oui. On est d'accord. Et puis pour la mise Parce en que pour le page, ben, reste, j'ai pris après, un Nathalie, bouquin. parce qu'après, maintenant, ma Nathalie, elle mène l'enquête. Hein. Elle va voir son pharmacien pour lui demander quel champignon peut tuer qui. Mon médecin, Ou son médecin. Pour dire, mais si on injecte de mon l'insuline comme médecin, ça, on ouais. peut les tuer les gens. Voilà, ouais, mène son bouquin. Mais, mais, Ouais. mais je connais parce que moi aussi, j'ai dû poser des questions un peu farfelues à un peu tout le monde. On envoie des mails quand on est auteur. Enfin, je ne sais pas comment vous travaillez, mais pour se documenter, on envoie des mails un petit peu à droite à gauche. C'est la force de la technologie aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de se déplacer. Donc, pour ma part, j'ai envoyé pour mon prochain roman des messages ouais, à des psychiatres, à des médecins, à des employés de pompes funèbres, etc. Et ça doit sembler très bizarre, mais en fait, je crois qu'ils comprennent la démarche et surtout quand ils savent qu'on est auteur et qu'ils peuvent vérifier sur Internet, ils doivent être certainement un peu rassurés parce que C'est pas une folle qui va assassiner quelqu'un à coup de champignon. moi, Non. en vrai, ça m'inquiéterait quand on est inconnu. Bah voilà, comment, comment on empoisonne quelqu'un, C'est rude comme question Ah, quand mais, même. C'est pas... il ah, faut. mais si Moi, les je suis gendarmes personne s'intéressaient à roman, alors notre ça va. historique Google, excuse-moi, mais on aurait de gros ennuis, hein. Ah mais clairement. Qu'est-ce que tu disais, Magali? Donc, moi, je tue personne dans mes Non, toi, romans, ça donc va. Pas encore, peut-être. non, mais moi, par contre, dans mes deux premiers, il y avait beaucoup de recherches historiques, par Mm. contre. Mais moi, à chaque fois, Mm. j'essaye d'écrire aussi dans mes domaines de compétences. Moi, j'écris, je parle d'histoire et d'art parce que ce sont voilà, mes terrains de jeu habituels. Donc, Ça se mais comprend. pour le premier roman qui se passe tout au long du XXe siècle, j'avais travaillé, par exemple, ça se passe en partie à Lyon, j'avais travaillé avec les archives du Progrès à Lyon, j'avais travaillé avec des journaux d'époque à Nice. Voilà, moi, je me suis beaucoup documentée au niveau historique. Et donc ça se ressent puisque en plus ton livre c'est quand même Ouais. euh, la, la forme du livre met en avant des archives personnelles, des valises, des souvenirs, des personnages. Donc ça finalement, je pense que ta manière de travailler et de mener tes recherches a débordé sur la forme, enfin a influé sur la forme du livre. Et, Bah, de toute façon, j'avais besoin, comme j'étais dans un contexte très réel, historique, je pouvais pas me permettre. Mais j'ai lu des lettres de prisonniers pendant la guerre pour savoir comment ils étaient ravitaillés, comment fonctionnait le courrier. Je suis rentrée dans des détails qu'on m'apprend pas forcément, parce que moi, j'ai fait de l'histoire à la fac, mais je n'étais jamais rentrée dans ce genre de détails de documentation. Ben, Voilà. Vincent Moi, Ancien lui j'aime a fait faire ça. Je lui ai dit, mais t'es sûr que dans les années 50, là, la lettre entre Cherbourg et Paris, elle arrive? Et Vincent, il était obligé de se vérifier. Et en 2 jours, ça arrivait bien, ouais. Mm. mais je l'avais fait avant que tu me le demandes, hein, ça. Ça, Attention. bravo. Parce que, alors ça c'est pour ça que
travailler avec toi, Virginie, c'est que on a tous les deux il faut avoir cette rigueur, mais ce souci du détail et de la cohérence, parce que un récit, il faut que ce soit cohérent, il faut que le lecteur y croit. Hein, Mm. et c'est impératif. Et donc, oui, on va chercher sur Internet quelqu'un qui aurait pu être facteur dans les années 50, au fin fond du Cotentin. C'est un petit peu laborieux, mais ça se trouve, ça se trouve. Et on peut avoir des réponses à des questions très pointues comme ça. Il faut chercher. Et c'est passionnant. Ouais. Le travail aussi. Et Par exemple, moi, je me souviens, je m'étais demandé, à un moment donné, mon héros, je voulais qu'il joue au tiercé. Et je me suis dit, mais au fait, est-ce que dans les années 30, ça le tiercé, ça existait. existait? Je me souviens que je m'étais renseignée de détails comme ça. Par moment, je posais des questions dans la voiture en partant en vacances. Je disais, mais tu crois que le tiercé, ça a été inventé en quelle année? Enfin, voilà, des choses comme ça. Ouais. Mm, mm. Et toi, Virginie, ayant travaillé dans le document, est-ce que tu tires ta rigueur de ce passé dans le document ou est-ce que Dans le passe pas. document, c'est quand même plus abrupt parce qu'on demande même d'avoir les liens, donc il y a beaucoup de notes dès que tu cites quelque chose, donc c'est beaucoup plus dur. Non, moi, la rigueur, elle est vraiment très personnelle. Elle est plus dans mon expérience de lectrice et ou même de consommatrice de culture, on va dire. Par exemple, dans un film, je trouve que c'est là où c'est plus flagrant. S'il y a une erreur quelque part, s'il y a quelque chose que je comprends pas, c'est fini. Je crois que je pourrais arrêter le film en me disant, mais non, n'importe quoi. C'était pas hier, c'était avant-hier. Ils ont fait n'importe quoi au montage. Et Ouais. ça m'agace, voilà. Et c'est pour ça que je vous ennuie sur les chronologies. Parce que je les refais après, moi, derrière. Je suis, attends. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, on Sur sent, le premier, Nat, Ouais, on est ouais, pas au ouais. point. Ah, oui. Ah là là. Ouais. qu'est-ce que tu as à nous révéler là, un vice Non, en caché? fait, je m'étais trompée. Non, je m'étais trompée sur un jour, mais alors elle l'a repéré alors que ça avait été Hmm. lu plein de fois. Enfin, il me sortait de partout tellement je l'avais lu. Mais elle l'a repéré. Et elle m'a dit, j'ai un problème avec la chronologie, il faut qu'on revoie ça. Bon. Hmm. Mais le dernier, par contre, j'étais réglo, hein. J'ai tout Nickel. vérifié 3-4 fois. Parfait. C'était bon. Ça a été Mais après, on fait gaffe, hein. Maintenant, moi, je fais Bah, attention aussi. Ah oui, Je moi sais aussi, c'est gaffe, qu'elle hein. repère tout de suite. de toute façon, moi, je faisais tout le temps une chronologie c'est ma phobie. super comme ça. Mais il faut être carré, il faut être. Vincent, il est allé jusqu'au point où je lui ai dit, non, mais attends, ton village là, comment on fait la marche? Parce que j'essaie de visualiser, c'est pas possible, hein, on met pas 10 minutes. Et ben, il m'a fait un plan de la ville. Mais oui, Et ben, j'étais hyper j'ai fait le plan. contente. Là, bon, ça c'est le premier plan, mais il y a les distances à vélo, Ouais, à il y a pied, distance et tout, c'est génial. J'adore. il y a tout. Je me suis renseigné, mais Je je me suis suis régalée. incapable. Oh putain. Et c'est donc, oui, mais en fait c'est ça le travail d'auteur. C'est pas uniquement taper. Enfin, les gens s'imaginent qu'on est tout le temps en train d'écrire, mais la grosse partie du travail d'auteur, c'est quand même déjà la Le recherche détail. d'histoire et la recherche de la différence. Enfin, en tout Bah, cas, moi, mon deuxième roman, il se passe sur 4 siècles. Au niveau historique, tout ce que je raconte est vraiment juste parce que j'introduis des gens qui ont vraiment existé. Je parle d'un sculpteur baroque du XVIIe siècle, le Bernin. J'évoque ses œuvres. Ce sont les œuvres. Après, moi, ce que je veux, c'est que si les gens s'amusent à aller regarder sur Internet, ils retrouvent toutes les connexions possibles. Ils peuvent aller voir les œuvres dont je parle, se documenter sur certains personnages. Voilà. Même au XVIe siècle à Venise, les choix des noms de famille sont vraiment des familles vénitiennes qui ont existé. Enfin voilà, il y a un vrai travail de documentation pour que ce soit crédible, mais aussi que ça prenne vie dans une forme de réalité quand même. c'est pas à visée documentaire, mais en tout cas, il y a une rigueur. Hein, c'est pas du tout du roman historique, Oui. mais si on veut aller vérifier les choses que j'évoque, ça existe. Voilà, les œuvres, elles sont là, les personnages aussi. Je parle de Van Gogh, une petite anecdote, ce que je raconte sur Van Gogh, c'est vrai. Voilà. D'accord. Même si après, moi, je brode ma fiction au milieu de tout ça. Oui, Hein. parce que ça reste une fiction finalement. Mais en tout cas, visiblement, on s'en est bien sorti puisque on est aujourd'hui chez l'Archipel. Magali, tu as sorti ton premier roman Quand les hasards sont des rendez-vous en 2021. Mai 2021, Non. et toutes les histoires commencent par une petite fin en mai 2022. Voilà. Et Nathalie et moi, c'était donc le premier roman chez l'Archipel cette année. 2022. Nathalie. Moi, c'est Cette en année, avril et toi au mois de mai. Voilà, c'est ça. Cette année, oui, en 2022.
Et alors, quel est le plus gros changement que vous avez constaté en arrivant chez l'Archipel par rapport à l'auto-édition? Le changement le plus flagrant, c'est peut-être une question bête, mais qu'est-ce que ça a changé? Bah, plein de choses. Moi, déjà, j'ai adoré le fait de pouvoir partager avec Virginie sur mon texte. Moi, j'étais très demandeuse d'avoir un regard d'éditrice. Euh, moi, j'étais prête à retravailler, même plus que ce qui a été fait, parce que finalement, le premier n'a pas été beaucoup retravaillé, mais c'était super d'avoir un point de vue professionnel et puis de comprendre comment ça On fonctionne. Bon, s'est on a changé le rattrapé sur titre. le troisième, hein? Oui, alors sur le troisième, j'ai fait Ouais. de la ferronnerie. Voilà. Quoi? Te plains pas trop. Ouais. Ouais. Non, mais voilà, moi, c'était ça aussi que j'attendais, le fait de ne pas être tout seul avec son texte. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir pondu la merveille des merveilles, donc j'étais très demandeuse de ça. Et puis après, je savais pas comment ça fonctionnerait. Il se trouve qu'avec Virginie, je suis souvent d'accord avec ses remarques, je le trouve souvent judicieux, donc ça, c'est voilà, je ne sais pas ce que ça peut faire aussi quand on demande de changer ou de modifier des choses alors qu'on y est très attaché. Voilà, moi ça me plaît ce travail-là, même si quelquefois c'est douloureux, c'est difficile à faire. C'est un travail, c'est un vrai travail. Voilà. Oui, vraiment. Et tu sais, tu avais fait un live avec Librinova pour la sortie de Quand les hasards sont des rendez-vous. Donc il y avait Librinova, il y avait Virginie, et tu expliquais comment tu avais travaillé avec Virginie. Donc à l'époque, j'avais pas de contact avec l'archipel. Et en fait, tu en parlais de manière, ça donnait envie, parce que j'avais Ah, vu jusque-là des témoignages d'auteurs sur des forums. Alors, je sais pas chez quels éditeurs ils avaient été, mais certainement des éditeurs pas très professionnels qui leur avaient demandé de modifier toute la fin ou de supprimer un personnage ah, quand même central. En gros, voilà, ils perdaient l'âme de leur récit. Et je me disais, ah oui. m'inquiétait vachement. Et toi, tu disais l'inverse. Tu disais que Virginie t'avait comprise, avait compris ton texte et que les changements qu'elle t'avait suggérés, les évolutions qu'elle t'avait suggérées, que tu avais été d'emblée d'accord. Enfin, que je crois que c'était. Ben, c'est-à-dire que, en fait, Virginie, elle propose des choses. Oui. En fait, elle sème des graines. Alors moi, vraiment, je le vis comme c'est que elle dit et si on faisait comme ça et si ce personnage-là voilà elle fait des propositions, Mm. elle impose pas et après ça grandit dans ma tête et je me dis ah ouais c'est pas bête ça quand même. Pas raconter n'importe quoi. Non, mais entièrement d'accord. Et vraiment dans la Ouais, question, Nathalie, ouais. est-ce que tu ressens ça aussi enfin, cet aspect du travail avec Virginie, peut-être Alors, ouais, c'est très différent en fait, parce que quand j'étais chez HarperCollins, j'avais donc une éditrice qui gérait toute la partie contrat, c'était mon contact. Quand elle voulait un texte ou des nouvelles, c'était avec elle que j'étais en relation. Par contre, jamais sur le travail du texte. Elle le lisait, elle le proposait, elle te disait oui ou non, mais après, ils sous-traitaient avec des éditeurs freelance. Et donc, tu travaillais pas forcément toujours avec la même personne. Voilà, il y avait des façons, enfin, le temps que tu mettes en place ta manière de travailler avec elle ou que tu comprennes la sienne, voilà, c'était toujours un petit peu compliqué. Après, tu envoyais un mail, ouais, t'attendais des fois une semaine, 10 jours, t'avais toujours une réponse, hein, je dis pas le contraire, mais c'était très cadré, très pro. Alors évidemment, quand j'ai eu Virginie, la première fois par exemple qu'elle m'a proposé une couverture, elle m'envoie un mail avec différentes possibilités de couverture. Et moi, je me rappelle, je lui réponds assez rapidement en lui disant d'accord, ouais, bon, c'est pas mal, encore que, mais il faut qu'on en discute. Faudra qu'on en discute. Mm. Mais dans mon esprit, c'était genre, je dors dessus pendant 2 jours, puis je t'envoie un mail et je t'explique ce qui me plaît moins. Enfin, et en fait, 30 secondes après, j'avais un appel. Ah bah tu m'as dit qu'il fallait qu'on en discute, on en discute. Et voilà, je veux dire, c'est ça, et ça, c'est toute la force de l'archipel, c'est que tu es déjà, ton avis est très respecté, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que j'ai souvenir que je déteste les hommes en torse nu sur les couvertures des romans. J'ai toujours dit que je voulais pas de ça, et pourtant, 2 fois, j'ai eu des mecs en torse nu, tu vois. Donc ça, c'est voilà le genre de choses où on me disait, tiens, on te la montre, mais en fait, tu n'as rien à dire. Tu valides ou tu valides. Voilà.
Là, avec Mm. Virginie, ça n'a rien à voir. Si je dis que je veux pas, je veux pas. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mm. Mais en fait, en règle générale, on tombe quand même toujours assez facilement d'accord. Et pour la partie travail de texte, c'est pareil. Maintenant, ça fait le troisième roman sur lequel on travaille ensemble. Donc, on fait enfin, on ajuste. Moi, j'ai besoin de relire plusieurs fois le manuscrit en cours de processus. Hmm. Ça me rassure. Ça m'évite aussi d'avoir envie de faire des changements sur la fin parce que tu doutes toujours et souvent en compo, tu as peur. Et tu te dis, ah non, attends, faut que je change ça, faut que je change ça. Et en compo, on sait que c'est plus compliqué après de rechanger. Et voilà. Maintenant, j'ai aussi compris comment moi, ça me rassurait de fonctionner. Et je sais que après la première correction, j'ai demandé un délai pour le lire. Là, il y a eu la deuxième correction. Hmm. Donc là, j'ai redemandé un délai supplémentaire pour le relire parce que je sais que ça fera autant de changements que je peux encore faire maintenant, mais que je ne ferai plus après. Oui, oui, Voilà. je comprends. Parce que, Enfin, j'ai l'adverbite aigu, tu vois, donc ça, souvent, j'en vire plein en cours de route, voilà. Mais je suis pas la seule, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que bah, tu n'es jamais trop sûr de toi et ça te rassure de le lire plusieurs fois en cours de processus. Parce je que te tu te dirais dis, pas, s'il y a une coquille, plus tu le lis, ouais. moins le risque de t'échapper. À un moment donné, tu vas tomber dessus. Et alors, c'est l'œil de Moscou chez moi. C'est, tu demanderas à Virginie, je les vois toutes, hein. Je finis Mm. toutes par les voir à un moment ou à un autre, hein. Ah, voir quoi? Les coquilles? Les coquilles. Ouais. Et il en restera toujours une, hein. Ça, c'est. Mais il faut pas qu'il y en ait. Donc voilà. Mm. Bien sûr, et c'est très frustrant parce qu'une fois que c'est sur papier, papier. Mm. Voilà. Et ça, Virginie, elle respecte cette façon de travailler. Enfin, elle l'accepte, elle la respecte, voilà. Mais c'est Et ça, c'est important. important. C'est important, déjà, évidemment, de travailler comme ça, mais c'est important aussi de préciser que c'est pas partout pareil. Tu parlais Ah de non, non. HarperCollins, mais il y en a d'autres, je pense largement, euh, qui ne prennent pas nécessairement la peine de s'attarder. Enfin, j'ai eu plusieurs témoignages, en tout cas, d'auteurs, qui sont dans des maisons qui ne sont pas des maisons marginales et qui n'ont pas eu de vrai de travail éditorial. Donc voilà, sur le texte. Ouais, Et, mais et on a en tout cas cette chance d'avoir cette relecture, cet œil rigoureux qui n'a pour objectif que d'améliorer le texte et le pousser à son meilleur niveau. Parce que finalement, je pense que c'est ça, tu vas me dire si tu es d'accord Virginie, mais c'est ça ton rôle en tant qu'éditrice, c'est pas de modifier tout contre la volonté de l'auteur, c'est justement contre-productif de faire comme ça. Ah bah sinon j'écrirais mon roman à moi si je Voilà. voulais diriger les choses. Donc mais non, ouais, c'est ça. non, c'est ça. Donc moi je suis obligée de m'adapter à vous, à vos manières de travailler. Je trouve que c'est plus confortable parce que je crois que ce qui nous lie un peu tous, c'est une relation de confiance et de respect. Et effectivement moi, il me semble que je vous le dis à chaque fois que le but c'est que une fois que le livre arrive et que vous le tenez pour la première fois dans vos mains, vous vous dites OK, on pouvait pas faire mieux. Voilà, je suis arrivée au résultat que je voulais avoir. Hmm. Et je crois que c'est ça mon but. C'est que une fois que voilà, que vous avez votre livre en main, vous dites, on pouvait pas mieux faire. On est allé au bout de cette histoire et maintenant advienne que pourra. Donc, Moi, c'est ce que je ressens pour le troisième, par exemple, qui va sortir au mois de mai. oui. Euh, J'avais livré une première version et Virginie m'a fait pas mal de remarques de choses qui pourraient évoluer et j'ai changé énormément de choses sur la structure, j'ai vraiment eu l'impression de faire un gros travail, alors que j'avais eu une impression, oui, j'étais contente de ma première version. Et en fait, elle a mis le doigt sur des tas de trucs qui font que je préfère 1000 fois Ah, voilà. que j'ai écrit maintenant, quoi. Mais Ouais. en fait, je crois que quelquefois, pas toujours, hein, mais quelquefois, il y a des remarques qui sont plus dures à accueillir parce qu'on n'avait pas du tout, enfin, ça vient ébranler nos certitudes, on n'avait pas du tout imaginé cette proposition que nous fait Virginie ou cette autre, comment dire, cette autre façon de tourner notre récit. Donc, c'est un peu difficile de digérer le fait que ça peut changer, en fait, que notre récit n'est pas figé, mais une fois que ça germe, pour reprendre ton image là, Magali, c'est très libérateur parce qu'on se rend compte qu'il y avait plusieurs possibilités et qu'on choisit finalement la meilleure en fait, qu'on voilà, on sort de nos certitudes
pour notre Mais bien. Et pour Ou au contraire, ça vient les affirmer de temps en temps. C'est ce que je vous dis, après, moi, je fais oui, des des remarques. fois, moi, j'ai défendu des choses aussi. Exactement, mais si moi, ma remarque, elle vous permet de confronter le choix que vous avez fait et de vous dire, ah bah non, en fait, c'est comme ça parce que ça peut pas être autrement. Donc, Hmm. auquel cas, il n'y a pas Oui, de moi, souci, mais au moins, vous êtes sûr de vous. ouais, et que ça permet de l'argumenter. Voilà. Mm. Moi, je me souviens d'un détail euh, sur lequel Virginie faisait un petit peu la moue. Et en fait, Oh, je ne fais jamais ça. non, mais une moue très chic, hein. Ah ouais, d'accord. Et, Trop chic. et en fait, sur ce petit point-là, j'ai pas lâché. J'ai fait évoluer des choses, mais j'ai argumenté et j'ai eu l'impression qu'en fait, sa remarque était intéressante parce que moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi je voulais que ce soit comme ça. Mm. Et ça a permis d'affirmer les choses aussi. Ça, Et ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pas l'habitude de. Moi, d'habitude, j'ai le contraire parce que moi, je suis prof. Mm. Et d'habitude, c'est moi qui corrige, c'est moi qui ai la vérité. Oh, la le- vérité. Mais oui, mais moi, c'est moi qui suis dans ce rôle-là. Et là, avec le travail d'écriture avec Virginie, moi, je me retrouve dans une autre position où j'ai quelqu'un qui a un regard et pas qui a la vérité, mais Ah oui. qui met le doigt sur des choses. Et je savais pas comment je réagirais à ça, si j'allais être malléable ou pas. Et en fait, je suis très surprise. Je me découvre aussi en tant qu'autrice. Et je me rends compte qu'en fait, je suis très à l'écoute. Je suis jamais vexée. Enfin, en plus, peut-être que c'est sa façon de dire les choses aussi, mais je suis jamais C'est très bienveillant vexée. quand même. Ah ouais, je ou, quand même. ouais. Je Ouais, non, fais mais en je pense que sorte que oui, oui. Ouais, Bah, non, vous mais savez, je remarque, elle sait gérer les égos parce que je pense que D'ailleurs, je me demandais si dans votre formation d'éditeur, vous oui, avez un truc de je gestion crois que tu des m'as égos. posé la question déjà une fois. Tu Ouais. m'as dit, t'as une formation? Je fais, mais non, pas du tout. tu es Alors, du moi, domaine, en c'est fait. comme ça avec Anata. Non, non, je Mais sais parce que pas. par exemple, les profs, on n'a pas de formation là-dessus, on Ouais. gère pas du tout les égos des élèves, les pauvres. Et, et souvent, en fait, on est cinglant enfin, moi, j'essaye de pas l'être, hein, mais souvent, on met le doigt sur ce qui va pas et Mm. on est cinglant et c'est douloureux pour la Ah personne qui ouais. reçoit. Et là, en tous les cas, dans la façon de gérer les auteurs, moi, je ressens pas de douleur ou Ah, de. d'accord. Ouais, Faudra me le je dire pense- ce jour-là. Non, mais moi, je pensais être plus susceptible. Je pensais que ça me chagrinerait qu'on mette un peu le doigt sur des faiblesses ou des choses Mm. comme ça. Et en fait, je trouve toujours que c'est juste une plus-value et que c'est quelque chose qui permet d'avancer, de faire mieux. Et moi, je suis ravie que ça se passe comme ça. Donc c'est une expérience humaine, enfin il faut le dire. À ce niveau-là, tu grandis Mm. personnellement, mentalement, oui, Mm. c'est vraiment une expérience humaine. Moi, j'ai pas commencé à écrire gamine, hein. Je commence à avoir un petit peu quelques dizaines d'années derrière moi. Et en fait, on apprend tout le temps. Et moi, je suis contente d'être dans cette position d'écouter ce qu'on me propose et de trouver ça intéressant, judicieux et d'avoir cette collaboration. Parce que moi, je le vis vraiment comme une collaboration. J'ai pas l'impression d'écrire mon roman toute seule. Ouais. Les deux premières, enfin, la première fois, je l'avais écrit toute seule, mais c'est ça que j'apprécie par rapport à l'auto-édition, évidemment, Ah, d'avoir. Mm. Parce qu'il n'y a pas que Virginie, il y a Ah bah non. aussi un directeur des ventes, il y a Jean-Daniel Belfond, chacun a un point de vue, une idée. Voilà, tout le monde met son petit grain de sel et pour, au bout du compte, faire quelque chose qui tient la route, qui est beau et intéressant, j'espère. Voilà. et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, vous deux, Nathalie et Magali. Quand il y a vraiment du respect dans les commentaires et suggestions de Virginie. Et Virginie, en fait, ce que tu m'as souvent écrit dans les petits commentaires, dans mes manuscrits, dans mes textes Qu'est-ce que je Word, fais? non, mais c'est en fait, tu restes l'auteur. Voilà, moi je pense ça, Ah oui. mais c'est toi l'auteur. Donc, alors, ça veut dire quand Mm. même que le truc est cohérent, que c'est une possibilité, enfin que ce que j'ai proposé était viable, mais que ça pourrait être quand même autrement. Mais c'est toi l'auteur. Et en fait, je trouve que c'est très bien parce que les gens me demandent souvent, me disent, mais ton éditrice, elle te force quelquefois, Elle te fouette, elle elle te te fait force. du mal. Et Non, j'aurais non, c'est pas ça, non. qu'elle est très cruelle. Non, non, vraiment, euh, justement, il s'imagine que j'écris sous la contrainte.
Tu vois, comme dans Mystery de Stephen King, où l'auteur va se faire torturer s'il n'écoute pas ce que la fille veut. Et en fait, non, mais ils croient vraiment. Les gens s'imaginent qu'en étant en maison d'édition, il y a euh, soit une contrainte ou du moins une orientation à avoir et qu'on n'est pas tout à fait libre parce que le manuscrit va être relu et donc on va pouvoir suggérer à l'auteur de changer. Et je leur explique que non, enfin, si c'est une bonne maison d'édition, si c'est un bon éditeur, une bonne éditrice, on va pas être forcé à quoi que ce soit. Et en tout cas, je pense qu'on peut dire tous les trois qu'on est content à ce niveau. Oui, et je pense aussi que c'est parce que enfin, moi je suis dans la collection Instant Suspendu, et je pense que justement il n'y a pas une histoire de formatage, par exemple. Le but de la collection, c'est pas de faire du produit standardisé pour un public précis. On a chacune notre identité, notre personnalité, notre style, notre registre, et c'est ça qui fait la richesse de la collection, sûrement, hein. J'espère. Alors, je vais poser quelques dernières questions. Euh, alors, alors déjà, on m'a demandé, enfin, c'est une abonnée qui demandait comment est-ce que toi, Virginie, tu sélectionnes, enfin, pourquoi est-ce que tu sélectionnais un texte plutôt qu'un autre au moment de choisir de faire une sélection? Qu'est-ce qui fait basculer ta décision? Qu'est-ce qui fait pencher ton cœur plus pour un texte que pour l'autre? Bah déjà, j'ai pas d'histoire de choix de un texte ou un autre. J'ai soit un texte me plaît, soit il me plaît pas. Ou je peux pas le défendre aussi. Des fois, j'ai les côtés très frustrants de j'aime beaucoup. Il y a des textes que j'ai lus et que j'aimais beaucoup, mais qui pouvaient pas s'inscrire dans la collection Ah oui. Sens pendu ou sous celle où toi t'es accueilli et qui seraient peut-être un peu perdus aussi dans la maison et dont je m'occuperai pas. Voilà, c'est vrai que et on en revient à ta présentation de base sur les différents éditeurs. Voilà, il y a des collections chez certains éditeurs qui sont très représentatifs de certains textes et ça leur permet de soutenir leurs auteurs et de le donner au lectorat et puis aussi aux libraires, parce que c'est aussi les libraires qui nous permettent de vous mettre en avant et de faire ce relais entre les lecteurs et nous. Et voilà, donc il y a des choses où je sais que je pourrais pas les défendre correctement. Donc voilà, c'est pas tant le choix d'un livre par rapport à un autre, c'est si un livre me plaît, je vois comment je peux le travailler. Et puis aussi il y a aussi une autre dimension. C'est vrai qu'on s'entend tous bien, mais parce que je vous ai un peu choisi aussi, c'est un peu le luxe de ma vie. Faut qu'on s'entende. Voilà, c'est un peu le critère de base, parce qu'on passe beaucoup de temps quand même. Hein, on se connaît tous bien. Hein, comment je vous appelle, c'est pas que j'ai 10 minutes devant moi, il faut que j'ai 1 heure minimum. Minimum. Oui. Minimum. Minimum. Hein Oui, oui. je vois Nathalie qui rigole parce qu'avec Nathalie, je vais vous dire, c'est 1h30. Je calcule à chaque fois. Je suis 1h30 quand même. À chaque fois, je te libère. Non, ça va. Mais je programme dans mes emplois du temps. Moi, c'est 1 heure. En fait, on ne fait quand même pas très souvent. Moi, c'est souvent pendant des heures de cours, dans mes cours. Alors, non, ça moi, sonne, me fait donc plaisir, c'est 1 heure. Ouais, ça me fait plaisir, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Magali, elle leur dit, elle me fait, bon, je dis, non, je te laisse, ça sonne. Elle fait, non, attends. Bon, vous vous asseyez là, et j'imagine tellement en classe. Ouvrez vos livres. Je dis, non, mais je vais te laisser quand même. Elle fait, non, on n'a pas fini. Je suis un peu gênée à chaque fois. Ah non, mais quel manque de professionnalisme envers elle abandonne ses élèves. Il y a mes élèves qui écoutent là, à tous les coups. Hein. Oh là là, alors là, mais elle double peine, la double faute. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en reviens pas. Moi qui te croyais studieux, sérieux, vraiment. Mais oui. Vous êtes tous studieux et sérieux quand même. Hein. Moi, je ne vais pas. Mais du coup, wow. Vincent, toi, tu culpabilises quand tu m'envoies un texto depuis le boulot. Tu te rends compte? Quels sont les deux autres? Tu vois? Moi, je culpabilise quand je t'envoie un texto depuis le boulot. La dernière fois, tu m'envoyais un texto et puis tu me disais, je suis désolée, je suis au boulot, je ne peux pas trop parler. Alors non, en fait, ah oui, alors non, je culpabilise. Ah oui, ça y est, tu te souviens maintenant. Bah voilà, pareil. Non, je culpabilisais pas de t'envoyer ça sur mon temps de travail, mais c'était plutôt que voilà, je pouvais peut-être pas forcément te répondre pendant des heures, mais c'est souvent, Virginie, toi aussi, je t'envoie un truc quand je suis au boulot entre deux rayons, voilà, parce que ça tourne toujours, tu vois. Quand on est au travail, toi, Magali, ça doit être
Ah, c'est peut-être plus dur, toi tu fais court, donc Ah ouais, moi Ah oui. quand je fais court, hein, je suis à fond, je parle beaucoup, je suis très accaparée. Par contre, moi j'ai un emploi du temps où j'ai des heures de liberté dans la journée. Donc moi c'est plutôt dans ces créneaux-là que donc dans ma journée je change de casquette très régulièrement. Sauf d'accord. que j'ai un emploi du temps à trous cette année, donc Mm. j'arrête pas. Donc c'est un bien pour un mal finalement. Et Mais tu vois, ce qu'on peut faire remarquer aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que, bon, non seulement on est en contact avec notre éditrice, mais on est en contact entre nous. ouais. Oui. Ah ouais. C'est très Mm. sympa aussi. Mm. Et c'est quelque- Parce qu'on a de vrais liens, alors moi dans ma collection et avec vous, alors qu'on n'est pas dans la même collection, mais il y a un truc maison qui est sympa. et c'est vraiment Il y Mm. a un sentiment d'appartenance ouais, ah, Mm. complètement. Et c'est hyper qui est vachement épanouissant. fort. Et Ouais. épanouissant. Et je sais que Virginie, tu y tiens, bah, c'est logique parce que c'est Ouais. l'intérêt de tous. Mais tu m'en as plusieurs fois parlé, notamment de la collection Instant Suspendu. Elle a dit que vraiment cette solidarité, cette euh, affection et ouais, solidarité que chacun se porte au sein de la collection et avec toi inclus, euh, ça, c'est quelque chose que tu cherches, que tu as réussi à trouver et qui t'importe beaucoup. Bah, au début, je n'avais pas vraiment pensé ni intérioriser, mais ça s'est fait de manière très naturelle et maintenant j'y tiens. Ouais, Et je tiens à ce que vous aussi, voilà, que tous mes auteurs s'entendent bien, se rencontrent. Je Ouais, trouve c'est que c'est chouette, important. on se voit sur des salons, Ouais. c'est chouette. Alors, on ne pas encore retrouvé sur un salon, mais ça va pas tarder, on va bien se mais j'ai retrouver. l'impression Mm. déjà pas mal te connaître parce que tu vois, on Oui. interagit régulièrement sur les réseaux. Mm. Mm. On s'était même pas appelé avant aujourd'hui au téléphone, hein, il me semble Mm. pas, Ouais. mais Mm. on a un contact et je crois que c'est la force des maisons qui ne sont pas des maisons de premier plan comme l'Archipel. On se connaît et pour autant je dis que c'est pas une maison de premier plan, mais on a quand même une belle visibilité, on est bien diffusé, on est, je pense, Mm. dans pratiquement toutes les librairies quand nos romans Mm. sortent. C'est vraiment, bah, c'est tout bénef en fait. On est plutôt bien lotis. Je considère qu'on est bien lotis. Et alors, je vais passer à je crois que c'est la dernière question que j'avais préparée, toujours pour toi, Virginie. Ah. Alors, en arrivant chez l'Archipel, c'était en 2020, tu as créé Instant Suspendu parce que c'était Mm. ton boulot, en fait, la raison de ton embauche de créer de nouvelles intentions. Mm. Euh, Tu as publié, enfin tu as choisi pour la plupart des livres des primo-romanciers, Oui. je crois. Mm. Euh, Mm. c'est bah déjà c'est un pari et enfin je pense que c'est un parti pris. Comment t'installes un nouveau romancier? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui écrivent eux-mêmes. Comment est-ce qu'on installe dans le paysage littéraire euh, un primo-romancier? Quelqu'un qui n'a pas de nom. Bah, encore une fois, je crois que et enfin, toute maison confondue ce sera la même expérience. Tu sais pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne auprès du lectorat, pourquoi un auteur plus qu'un autre, pourquoi un texte plus qu'un autre. Tu t'as jamais la bonne. T'as pas de recette, hein, sinon on l'appliquerait tous, donc ce serait trop simple. Moi, ce que j'avais choisi à titre personnel dans cette collection, c'était d'avoir la force d'être une collection déjà, donc de pouvoir communiquer dessus, de pouvoir accueillir des gens, parce que voilà, on appelle maison d'édition pour ce sens, on accueille voilà des gens comme la maison. Moi, c'était ma petite maison à moi, cette collection. Donc, d'avoir aussi ce référentiel visuel assez fort. Et des primo-romanciers parce que moi j'estime que quand vous auto-éditez, vous n'êtes pas tant primo-romancier que ça, parce que justement, il y a eu l'appui justement de ces premiers lecteurs, de premiers influenceurs, voilà, que ce soit sur des blogs ou sur Instagram, qui vous ont essayé aider quand vous êtes Ouais. auto-édité. Et ça, je trouve que c'est une énorme force qui nous aide aussi, nous, en tant que maison d'édition, à porter un message, à diffuser vos œuvres. Et ça, je trouve que c'est précieux. Donc voilà, je profite pour tous les remercier, parce que vraiment, c'est super. Et après, la réception est différente selon les uns et les autres. Il n'y a pas, il y a pas de règle. Mais moi, j'aimais bien vous avoir en tant que, enfin, dans l'édition traditionnelle. Voilà, alors, Naël, c'est un petit peu différent pour toi parce que tu avais une autre expérience et puis on est sur le Cozy Mystery. Donc,
c'est un nouveau genre pour toi, donc on va dire que c'est pareil. Mais voilà, j'aime bien le fait que ça soit votre première expérience aussi dans une maison traditionnelle pour les genres que vous incarnez. Je trouve que c'est notre début de relation. Ouais, et c'est une bonne expérience. Et en tout cas, ça porte ses fruits. Aujourd'hui encore, tu as dû le voir, Virginie. Il y a un libraire super sympa. Oui, je te l'ai envoyé. Un libraire super Oui, c'est chouette, j'étais trop de, contente. de Lorient qui a publié, mais spontanément, sans, c'était pas un partenariat ou quoi que ce soit. Il a parlé d'un roman de Instant suspendu. C'est comment les pingouins ont sauvé Véronica, c'est ça? Ouais. Et donc, ça doit faire plaisir non seulement à l'auteur, mais à l'éditeur, quand il voit qu'effectivement, la collection qu'il a créée suscite des réactions de professionnels du livre, enfin des libraires. On a Oui, besoin parce d'eux. que le libraire disait, ah, mais pour de vrai, j'ai lu un feel good. Vous allez pas, vous allez rêver que je lise ce genre de choses. Et ben, je me suis pas ennuyée, j'ai pas trouvé ça gnangnan. J'ai dit, bah non, mais le feel good, c'est pas tant gnangnan que ça. C'est pas... Hein? Il On faudra peut qu'on faire des parle. choses sympas. Ouais. Et ça, donc, ça fera l'objet d'un autre live. C'est en cours de préparation, mais avec Dorothée. Donc, Dorothée, Mm. qui est une autre instant suspendue. Euh, Elle est docteur S lettres. Donc, je lui avais dit quand je l'ai rencontrée en salon dernièrement, mais pardon, hein, c'est peut-être pas sympa ce que je vais dire. Enfin, c'est peut-être bizarre et déplacé, mais j'aurais pas imaginé une universitaire écrire du feel good. Et en fait, c'est pareil pour toi, du coup. Alors, tu te bats, tu m'as dit, contre l'étiquette feel good, Magali. Toi, tu. Moi j'ai pas l'impression d'écrire du feel good, hein, Voilà. mais bon. Non, mais Là, moi, je pense qu'il y a une sorte d'emballage un peu feel good pour cette collection, et encore que je suis pas sûre à 100%, mais bon, oui, je pense qu'on a envie de toucher les lectrices de feel good, ça c'est sûr, parce que c'est un gros lectorat et qu'on a envie de toucher le plus de monde possible, parce que quand on écrit, on a envie d'être lu par un maximum de personnes. Moi, j'ai pas l'impression, enfin, en tous les cas, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, mais c'est la même chose pour les deux autres, j'écris pas en me disant, tiens, je vais écrire un feel good. C'est pas du tout ça. Effectivement, après, que ce soit mon style d'écrire des choses qui parlent plutôt de choses positives, qui font du bien, mais c'est le mot feel good qui est sûrement galvaudé, parce que après Mm. tout, c'est pas honteux de faire du bien aux gens, Mm. voilà. de toute façon, oui, c'est sûr. Mais, Mais- mais parce qu'on a l'impression que feel good, ça veut dire de la littérature de bas étage. J'espère que c'est Non, ouais, non, c'est pas comme ça qu'on le j'écris. vit. Non. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, moi, j'ai eu des retours de lecteurs qui disent dans les commentaires, ah, mais je m'attendais à un feel good. Et en fait, c'est pas forcément du feel good, et pourtant, ils ont aimé. Ouais. Voilà. Bah, c'est ce que je t'avais dit dans mon retour sur quand les hasards sont des rendez-vous. Je t'avais dit, mais en fait, enfin, on catégorise ça, ou du moins j'avais l'impression que c'était catégorisé feel good, et c'est pas ce que j'ai ressenti. En tout cas, je m'attendais pas à. Tu vois, j'étais parti dans l'idée étiquette feel good, et je m'étais dit, waouh, bah, c'est qualitatif. Il y a vraiment un fond historique, tout ça. Et pareil, Ouais, ouais. j'avais lu Aurélie Valoche. Tu vois, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce que tu imaginais du feel good et ce que, C'est ça. tu vois, Mais parce que on du y feel met good, un peu c'est pas n'importe, forcément. ouais, mais on y met un peu tout et n'importe quoi, hein, finalement. Et en fait, aujourd'hui, Instant suspendu, et c'est un petit peu comme ça que j'ai redéfini un peu les choses. Et ce qui était ma volonté de base, c'est des romans contemporains qui parlent de nos vies, en fait, et de manière positive. Voilà. Et c'est ça que finalement, tu peux prendre comme dénominateur commun. Mais en tout cas, c'est pas tant sur l'écriture que ça se joue. Parce que moi, je suis vraiment attachée à ce que mon écriture soit qualitative. Moi, j'ai Mm. envie d'écrire de belles choses et d'avoir un style et voilà. Donc ça c'est mon souci presque principal en fait quand j'écris. Voilà. C'est pas juste Mais en fait, faire il y a une grosse partie, rire, voilà. une grosse partie de la production de fiction, toute maison confondue, pourrait être du feel good. Enfin, en vrai. Enfin, quand tu vois l'élégance du hérisson, c'est du feel good. Tu vois, c'est sorti dans une grande maison littéraire. Tu vas avoir, comme tu dis, Aurélie Valogne, qui est plus, qui est peut-être moins travaillé entre guillemets. Et encore, chacune son style, hein, tu vois, que une Valérie Perrin, et tu les classes quand même dans le feel good. Hein. Et c'est Oui. des auteurs complètement différents. Par exemple, même, on en parlait la dernière fois, parce qu'il va avoir une petite place, on spoil un peu, mais dans le roman de Magali, David Fuenquinos, c'est du feel good pour une partie de ses bouquins aussi. C'est du roman contemporain qui va parler d'une histoire.
Et parce que tu disais quoi? On va spoiler une Est-ce part. que J'ai pas compris ce que tu as dit. Parce- Qu'on allait Non, spoiler parce une que, partie du troisième roman de Magali Ah, d'accord. parce qu'il y a David Funkinos vient faire un petit tour dans dans le le roman. roman. Ah, cool. Ah, trop chouette. Ouais. C'est sympa. Mais, mais est-ce que finalement, Feel Good, c'est pas juste un argument marketing qui a fait vendre à un moment donné et comme une étiquette qu'on colle maintenant en espérant que ça fonctionnera? Eh ben, je pense que comme Je les pose gens la aiment question. bien ouais, je pense que les gens aiment bien mettre des cases. Donc, en fait, comme c'était peut-être Ouais. pas assez, entre guillemets, littéraire pour certaines personnes, il a fallu le mettre dans une case. Et justement, je rebondis, Mm. je pense que c'est là-dessus aussi que tu voulais partir, Vincent. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on se pose vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est ce genre qui est en plus complètement différent. Par exemple, Feel Good, voilà, c'est de l'anglais, mais aux États-Unis, quand nous on voit les catalogues d'agents, Feel Good, ça n'existe pas. C'est de la women's fiction. En fait, c'est pas du tout les mêmes, et c'est pas du tout les mêmes choses, la women's fiction. C'est pas du tout ce que nous on fait, et c'est pour ça que même nos Feel Good, à part les très gros succès, bon, c'est difficile parce qu'il y a une partie de nos histoires françaises qui traverse ça, notre réalité à nous, puisque c'est du roman du quotidien. Et en fait, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on commence à se poser des questions, puisque justement avec Dorothée, donc on va grâce à Dorothée, on a été sélectionné pour animer un colloque en juin à la Sorbonne sur le feel good, sa littérarité, sur voilà le côté plus théorique des choses. Donc on se pose des vraies questions là-dessus et voilà parce qu'après ça serait un roman contemporain, mais ça serait peut-être trop vaste pour les gens et comme tu dis, peut-être d'une notion marketing, on va arriver à quelque chose d'autre. Et c'est incroyable. Enfin, c'est complètement inattendu. C'est Mm. ce que on s'est appelé avec Dorothée l'autre fois parce que Mm. je lui ai dit, en fait, justement, elle m'avait parlé de ce projet qui se concrétise, de faire un Ouais. colloque à la Sorbonne. Et je lui ai dit, mais attends, moi qui suis en recherche de sujets pour faire des discussions comme ça, je trouve ça hyper pertinent parce que d'une part, le feel good entre à la Sorbonne, mais la Sorbonne, Mm. dans l'autre sens, s'intéresse au feel good, enfin, donne la parole au feel good. Et je me dis, mais attends, c'est complètement inédit et c'est intéressant. Et donc, c'est ce que je lui avais dit, qu'une universitaire se revendique du genre feel good, bah, au départ, ça me semblait antinomique ou plutôt pas absurde, mais surprenant. Et elle m'expliquait que c'est juste une impression qu'on a du feel good. C'est, on va penser à Raphaël Giordano. Enfin, je prends souvent comme exemple Raphaël Giordano parce que j'aime vraiment pas, honnêtement, pardon, mais j'aime vraiment pas ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est vraiment pas bon. Et en fait, moi, ça a longtemps été ça le feel good. C'est des auteurs bien précis. Et si on n'aime pas, bah, on se dit ah bah non, tout le genre, voilà, poubelle. Et en fait, non, c'est comme la littérature qu'on appelle blanche. Bah, c'est pas parce C'est qu'on un ah, peu tout. voilà. Mm. Et Moi, je trouve qu'on devrait changer le nom Feel Good et on devrait appeler ça juste des instants suspendus. Ah ouais, c'est une bonne idée. On va proposer. commercialement parlant, ce serait intéressant, oui, pour vendre la collection, là. Ouais. Non, mais je pense que Virginie, elle fait un vrai travail pour essayer de montrer que dans cette collection, ok, il y a ce petit côté feel good, si ça peut rassurer certaines lectrices, mais que c'est aussi des univers différents, des styles différents, et qu'il y a quand même un effort qualitatif. Enfin, il me semble que Virginie, dans ses choix, elle fait très attention à ça. Elle n'a Mais pas juste envie de raconter des histoires qui font rire ou pleurer dans les chaumières, non. sans se préoccuper de la forme. Et ça, si ouais, Voilà. tu disais le choix d'un livre ou d'un autre, par exemple, j'ai essayé de faire au maximum et je crois que j'y suis arrivée pour le moment. Je vais essayer de continuer. Chaque auteur est différent. Chaque auteur a son univers, chaque auteur a son style et j'ai essayé justement de trouver des personnes qui pouvaient voilà, incarner un style avant tout. Même si, parce que c'est large finalement cette notion, c'est quoi? C'est l'optimisme en fait, c'est ça, c'est une histoire qui se finit bien et qui a pas de schéma. Aussi, j'aime pas trop les schémas généralement. Et je suis assez contente parce que sur les réseaux, souvent, quand les lectrices les lisent, elles disent «Ah, et je m'attendais pas à la fin. Ah, ouais, je pensais que c'était plus simple et en fait non». Tu vois, comme quoi c'est aussi important de pas être sur les mêmes structures, les mêmes, voilà, les mêmes. Tandis que peut-être D'ailleurs, sur... pour mon deuxième roman, tu m'avais dit que c'était pas obligé que ça se finisse bien. Ouais. Et, Je t'avais dit, faut que ça, oui, alors faut pas que ça se finisse mal non plus, hein. Non.
Voilà, c'est pas forcément un happy end. Ça Ah bah apporte quelque chose de positif, mais pas forcément. exactement. Pas, ils se C'est pas marièrent et Lily, eurent c'était beaucoup pas Lily, d'enfants. voilà. Ouais. Et Bah, d'ailleurs, c'était drôle parce que j'ai présenté un livre il y a pas longtemps. Et puis alors, ils finissent ensemble. C'était une commerciale. Je fais, ah non? Elle me fait, ah bah je suis déçue. Je fais, ah oui, mais non, hein, non, c'est pas de la romance, c'est pas de la chichi, je ne sais pas, on va pas, non, c'est pas l'histoire d'amour. En fait, c'est pas ça la mais base. C'est, ne serais-tu pas dissidente un peu je ne sais pas. Je ne hmm, veux pas me prononcer. on se demande. Ouais. Mais tu vois, c'est certainement enfin, ce qu'on appelle donc le feel good et qu'on appellera maintenant instant suspendu. Euh, c'est certainement Tellement peu modeste. moins restrictif que la romance, comme bah, Nathalie pourra. Mais Oui, la je pense que la romance, romance, t'as des vrais codes. Ah non, non, oui, tu as des codes, hein. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'homme, la femme, ça doit bien finir. Il faut des intrigues. En général, il faut un méchant qui empêche l'histoire d'eux. Enfin, oui, oui, Ça oui, sent un non, peu mais tu as chaud aussi, non? des codes. Ah, non, mais moi, c'était sur les derniers où j'essayais de faire plutôt de la comédie romantique et où, à la correction, l'éditrice me disait, ah non, non, mais faut y aller plus à fond. Mais j'ai plus envie de ça, ça me saoule. Mais oui, mais t'as pas le choix. Ouais. Et tout ça, ça a fait que j'avais mais plus envie d'écrire dans ce genre-là. bon, alors du coup, C'est comme ça. tu vas nous créer une collection romance là qui va casser Non. le coach et l'archipel. Ah non, 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 non. non, 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 non. On a dit non. Ah non, moi je suis pas venue à l'archipel Non, pour tu vois, écrire de la Nathalie, elle romance, a hein, dit sinon non, j'aurais je pu peux pas. rester où j'étais, hein. Ah non, je veux pas, hein. Non, 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 non. mais je plaisante évidemment. Mais et alors, En tout cas, oui, tu as des genres qui sont vraiment, et c'est ça qui est quand même assez fou. Très codifié. C'est, la romance est très codifiée, par exemple. Je pense que, bah, que tu parlais comédie romantique. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est pas de la comédie romantique. C'est différent encore. Tu vois, c'est un autre genre. Mais je crois que les gens font l'amalgame, en fait, de tout ça. hmm, je pense aussi oui. Et donc, Mm. Ouais. on nous avait posé la question en amont du live, qu'est-ce que c'est que la littérature blanche? Alors là, j'ai toujours du mal à définir la littérature blanche. Magali, Virginie, qu'est-ce que Bon. vous La littérature blanche, c'est encore un concept, c'est pour dire tout ce qui est pas thriller, polar et tout ce qui est littérature. Pas- C'est celle qui Tout ce qui est n'entre littérature dans au autre case. D'ailleurs, ça m'a étonné, Vincent, que tu te classes en littérature blanche. Moi, j'aurais dit Ah oui, moi j'aurais plutôt dit thriller aussi, euh, hein. Oh ouais, non, c'est pas un ou thriller. drame Oh, quand même, psychologique. hein. Enfin, C'est hein. sombre quand même, hein. Comme quoi, c'est quand même compliqué ces histoires de cases parce Ouais, que je trouve que c'est un petit peu dommage Mais de nous et puis souvent, enfermer dans dedans. tous les cas, c'est toujours réducteur Ouais, je parce que trouve moi, aussi. lisez les livres qui vous sont proposés et Mm. puis vous direz vous dans quelle case vous la mettez, mais c'est pas obligé de mettre ça dans une case, quoi. Mais pour l'anecdote, Magali, tu fais bien de dire ça parce que c'est difficile de classer le cas Victor Sommer, je pense, en Mm. par le blanc. Et Andrea, donc notre agent littéraire chez Librinova, avait du mal elle-même à savoir comment le classer pour démarcher les éditeurs. Et ça a failli avoir raison quand même du livre, d'une publication, parce que bah, les éditeurs, quelques-uns ont répondu, ouais, mais on ne saurait pas trop comment le classer, parce qu'il y a un moment, bah, faut catégoriser. Même si c'est pour des Ouais, oui. pratiques. Et, Pour les règles du libraire, quoi. et- Mais par exemple, en plus, le tien qui a Victor Sommer, ça peut pas être du thriller ou parce que les gens ont dit, certains qui l'avaient pris d'ailleurs en thriller. Ouais, j'ai deviné au premier chapitre ce qui allait se passer. Bon, presque. Bah oui, mais en fait, c'est parce que c'était pas le but. On s'en fichait on n'allait pas vous Dans tenir en les Ah ben haleine, moi cases, c'était j'avais pas pas le deviné, suspense. hein. C'est vrai? Ah ben moi je trouvais qu'il y en avait quand même. Moi j'ai pas Un peu deviné. quand ouais. même. Hein. C'est venu bien, un petit peu, mais bien À la plus tard. deuxième partie. Mais pas au début, hein. À la deuxième partie. Et Non, il y mais a une déjà un bon tension. Ouais. Et ça, c'est parce que Nathalie n'est pas suffisamment vicieuse et, Ah bah c'est pour ça. et voilà. Ouais, mais je vis dans le monde des Ah, bisounours. moi, mon premier roman à la Fnac de Nice, il avait été classé en catégorie Mm. romance. Mm. Il Oh, il y était a, dans ouais. Non, l'étagère surtout de pas. romance. Alors que c'est pas du tout une Enfin, romance. pas du tout. Enfin, Mm. là, pour le Ouais, mais comme il y avait le mot rendez-vous dans le titre, je pense que ça a dû suffire. ah ouais, mais c'est trop Mm. bizarre. Là. Enfin, là, c'était une erreur Ouais. grossière pour le coup. Ouais, parce que je le trouvais pas, donc j'ai demandé à la libraire, elle m'a lui dit, mais si, bien sûr qu'on l'a. Elle était un peu vexée que je le trouve pas. Il est en romance. Alors j'ai dit, bah, c'est pas une romance. Elle a dit, bah, je connais quand même mon métier de libraire. Je dis, bah, c'est-à-dire, c'est moi qui ai écrit le livre, Non, quand même. vraiment. D'accord. Et il était très très bien présenté, mais en Un romance, quoi. romance. Ça, c'est- Et alors, Tiffany nous dit dans les commentaires, parce que en tout cas, je lis, Oui. pas vous, mais moi, je lis Ah, moi, je Je lis veux pas dire, du tout. Hein.
Alors d'accord, très bien. Mais Ouais. moi, je lis tous les commentaires depuis le début. Pardon, on vous ignore pas. Enfin, on vous ignore, mais on prend en compte quand même ce que vous dites. Difficile de parler en même temps. C'est Donc, toi le maître de cérémonie, Vincent. C'est toi de faire ça. Hein. ouais, bon, alors Voilà. mes excuses, Votre Altesse. Et donc, Tiffany, qui est une une future auteure instant suspendue, Oui. qui est adorable, qui est de Cherbourg comme moi. C'est Coucou Tiffany. Voilà, coucou Tiffany. La littérature blanche, c'est tout ce qui n'est pas de la littérature noire. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on le résume en général et c'est bien. Voilà. Donc, C'est large. merci pour cette contribution judicieuse. Ni de la rose. Comment? Ni de la rose. Ni Ni de de la la rose. Ouais. Parce que la romance, c'est pas de la blanche, c'est pas de la noire. Ouais. Donc, non, c'est. La blanche, c'est celle qui n'entre pas dans les cases existantes, je pense. Parce qu'en Eh ben, blanche, on t'as est- quand même beaucoup de choses très différentes. C'est vrai. Mm. Eh ben, je crois que le live touche à sa fin. Si quelqu'un a des questions dans les commentaires, qu'il se manifeste maintenant ou qu'il se taise à jamais. Voilà, mais en tout cas, je suis très très heureux d'avoir fait ce live avec vous. Merci pour votre disponibilité. Merci à Virginie Merci à toi. d'avoir libéré de ton temps parce qu'il est 21h et on fait pas travailler Merci. notre éditrice à cette heure-là, mais enfin, je crois que tout le monde ne ferait pas ça à ta place. Écoute, je sais pas. Voilà. Je vous ai dit, tu vois, c'est quoi? On a commencé 19h30? Ouais. Bon, il y a eu des ratés, mais 1h30 de live, c'est quand même assez honorable. Merci à ceux qui sont C'est beaucoup, ouais. contenus et à ceux qui regarderont en replay. Et on fait un petit concours pour faire gagner Oui! le livre. Donc, le cas Victor Sommer, Bigoudi et petites enquêtes, panique aux pompes funèbres. Et Voilà. toutes les histoires commencent par une petite fin. Donc voilà, vous allez juste après le live sur mon compte Instagram et puis même sur le compte des filles, tout le monde va le relayer chaleureusement, j'en suis sûr, pour avoir une chance de gagner nos 3 livres et les mettre sous le sapin. Donc voilà, voilà, tout le monde a l'air content dans les commentaires. Eva, merci à toi. Ah, Eva. Eva, Eva fait un peu partie de la team quand même. Hein. Eva, Elle voit depuis le début et elle fait maintenant partie de vos teams en plus, parce que je la vois, moi je peux pas liker. oui, oui, oui. Mais voilà. Eva fait partie de la quand maison même. d'édition, je crois. Ah ouais. Vraiment. Ben, j'espère que de connaître les coulisses de l'archipel, ça donnera envie à plein de gens de découvrir nos romans aussi. Et- Voilà. Je l'espère. Et toi, le concours, tu le lances là, Vincent, mais ton gagnant, tu l'as quand? Ce sera indiqué dans la légende, je sais plus en fait, je sais plus à quelle date j'ai mis le tirage au Ok. sort. Parce que Noël, c'est bientôt, hein. C'est samedi, hein, sous le sapin. Oui. Je crois que Pas sûr. j'ai mis à mercredi, il me semble. Mercredi 23h. Peut-être que pas le sapin pour le jour de l'an, peut-être quelque chose comme ça. Parce Jour de qu'on a l'an. un petit problème avec la poste. Oui. Ne Pour t'engage bien pas. commencer 2023. Oui, c'est ça, c'est pour la bonne année. Bonne année. J'y ai Voilà. pensé tout à l'heure, mais de toute façon, avant Noël, ce sera un peu difficile. Donc voilà, mais on fait gagner quand même. Et la personne... Oui, on fait gagner quand même. Voilà. Ça marche. Merci à toutes les trois. Merci. Merci. Voilà. Et gros bisous. Joyeux Noël. bonne fête de Bisous. fin d'année. Oui, bonne Bonne fête. fête. Bye bye. Ciao. Salut. Ciao.